Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler de rhumatisme, un terme générique qui englobe plus de 200 maladies ayant des causes différentes, évoluant différemment et pouvant entraîner des conséquences différentes. Associés à tort aux personnes âgées, les jeunes et les enfants peuvent également en souffrir. Lors de cette émission, nous allons tenter de mieux comprendre cette maladie, ses causes, ses conséquences et surtout comment la prévenir et la soigner. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Iken Hamel et Monsieur Belham Bilel. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour nous. Là, vous êtes rhumatologue, docteur, pouvez-vous nous expliquer, donner la définition globale du rhumatisme? Bien que ce soit très très large, je sais, mais les grandes lignes. C'est assez large, Oui. mais pour un petit peu résumer le terme, le rhumatisme c'est un terme assez vague. Et pour le simplifier, on va dire que c'est l'ensemble des pathologies qui touchent l'articulation et les structures qui sont à proximité. Les os, les tendons, les ligaments, tout ça peut être touché par le rhumatisme. Donc, le rhumatisme en général. Donc, quand on associe rhumatisme à articulation, c'est juste. C'est juste, mais c'est pas restreint qu'à l'articulation. Très bien. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir au cours de l'émission. C'est pas restreint à l'articulation. D'accord. Donc ça peut toucher toutes les structures qui sont à proximité. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques maladies que vous rencontrez le plus dans votre cabinet? Alors on reçoit un peu de tout, mais les plus fréquentes, c'est surtout l'arthrose. Principalement l'arthrose lombaire et cervicale. Après, on a le problème, tout ce qui est tendinopathie, bursopathie, c'est les tendons de l'épaule, genoux, surtout. On a les rhumatismes inflammatoires, tels que la polyarthrite rhumatoïde, les spondylarthrites. On reçoit aussi le métabolique, la goutte, qui est très connue des patients, la maladie de la goutte. Donc voilà, pour résumer un petit peu. Il y a aussi ce qu'on reçoit, mais rarement, les arthrites infectieuses, qui sont dues à des microbes, soit dans l'articulation ou bien à distance d'une angine, d'une infection, d'une angine. On peut avoir le rhumatisme post-streptococcique. Ça existe aussi. Voilà, qu'on reçoit pratiquement. Et quand les patients viennent, quels symptômes, de quels symptômes ils parlent? Le principal symptôme, c'est la douleur. Il vient parce qu'il a mal. Souvent. Souvent, il vient parce qu'il a mal. Et après, c'est à nous de détailler les caractéristiques de la douleur. Ils vont nous permettre de s'orienter vers une pathologie inflammatoire ou non inflammatoire. Deuxième motif de consultation, il vient consulter parce qu'il a l'articulation qui enfle. C'est une articulation, une ou plusieurs, qui gonfle. Et quand on dit articulation, il n'y a pas que le genou, c'est n'importe quelle articulation, même les petites articulations du doigt qui peuvent enfler. Sans raison, sans traumatisme. Oui, sans traumatisme. Du jour au lendemain, il se réveille, il trouve son articulation qui est chaude, rouge, douloureuse, avec une impotence fonctionnelle. Il ne peut pas travailler avec. Même l'articulation de la Oui, même la petite articulation de la mâchoire de la bouche. Donc il ne peut pas. Ça se déclenche comme ça du jour au lendemain, en tout cas chez les patients. On peut, d'une aggravation. Généralement, c'est un début progressif, mais des fois, ça peut être un début aigu. Donc il s'endort, le lendemain matin, il a une articulation qui est enflée, qui est rouge, chaude, douloureuse. Il peut venir parce qu'il a le dos bloqué, il peut venir, mais c'est les principaux motifs de consultation. Et en général, des fois, pardon, j'ai oublié, ils peuvent être orientés par nos confrères rhumatologues, nos confrères ophtalmo parce qu'ils trouvent un problème oculaire à explorer, qui peut être dû à certains rhumatismes, un problème cardiaque, un problème pulmonaire, rénal. Donc, ils peuvent être en rapport avec une pathologie rhumatismale. D'accord. Donc, on peut les recevoir aussi pour ça. Et vous recevez, les personnes que vous recevez, ils ont quelle tranche d'âge? Principalement, c'est des vieux, à partir de 60 ans.
D'accord. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, la pathologie la plus fréquente, c'est l'arthrose. Voilà. Mais il faut aussi savoir qu'on reçoit des jeunes, qu'on reçoit des enfants. Ouais. Même à partir de l'âge de 9 mois, 1 an, on reçoit aussi des enfants qui ont des rhumatismes. Et les enfants, comment ça se concrétise? C'est-à-dire, comment ça se concrétise? Oui, c'est-à-dire... Alors, pour les enfants, il y a surtout là, on a le rôle des parents. Les Mhm. parents jouent un rôle primordial avec les enfants. Donc, soit plus fréquent, c'est l'enfant, quand il peut marcher, et quand il sait parler, il dit j'ai mal, je peux pas marcher et tout. Mais quand c'est les petits enfants, les enfants en bas âge, 9 mois. c'est l'impossibilité à faire des pas. 9 mois, c'est des pleurs incessants, c'est une articulation qui enfle. Parfois, ils ont de la fièvre, ils ont des lésions cutanées dans certains rhumatismes qui orientent. D'accord. Et il y a aussi les mamans, quand elles veulent lui changer, quand elles touchent une articulation, Oui. l'enfant pleure. C'est l'impotence fonctionnelle en fait. Il ne Mm. peut pas bouger le membre, il peut pas. Donc il voit le pédiatre qui fait tout le bilan, après il nous l'oriente pour une prise en charge. C'est très important parce que c'est vrai qu'il y a des mamans qui voient leur enfant pleurer et pour elles ont l'impression que qu'il a besoin de manger, de boire ou quoi que ce soit, alors que finalement ça peut prouver. Oui, c'est le réveil le matin, l'enfant le matin quand il se réveille, il ne peut pas faire des pas, il a des difficultés à marcher, à se laver, à prendre son petit-déj. Tout ça, c'est des signes d'orientation. Les mamans jouent un rôle important dans le rhumatisme de l'enfant. C'est sûr, Oui. c'est sûr. Est-ce que, justement, qu'est-ce qui provoque le rhumatisme? Est-ce que c'est l'environnement, c'est-à-dire l'humidité dans lequel, enfin l'endroit où on vit, par exemple si des personnes qui vivent près de la mer, est-ce que c'est l'hérédité, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est la sédentarité? Alors, disons que pour l'instant, il n'y a pas de cause validée et connue des rhumatismes. Il y a certains facteurs, on appelle ça les facteurs favorisants. Très bien, justement. Voilà. Les facteurs favorisants, le premier facteur, c'est le vieillissement. Mhm. Quand on vieillit, on a les articulations qui vieillissent, donc c'est le vieillissement. Mhm. Il y a les traumatismes. Une personne qui se fracture, qui se fait opérer, c'est un traumatisme de l'articulation. Donc ça peut être source de rhumatisme. Il y a aussi le facteur génétique. Pour certaines pathologies, on a l'hérédité qui a été incriminée dans pas mal de pathologies. Dans l'arthrose, hein. Il y a l'obésité aussi. Les personnes qui sont obèses, donc ça peut être source de pathologies rhumatismales. Il y a aussi ce qu'on appelle les vices architecturaux. C'est-à-dire, si on a des genoux trop arqués ou l'inverse, ça peut être aussi source de rhumatisme. Voilà, grosso modo, c'est l'ensemble. Ça peut être aussi dû à des infections, à microbes, ou bien des tumeurs aussi. Voilà, Voilà, tumeurs. C'est parmi les causes. Mais grosso modo, il n'y a pas de cause connue. Parce que on a tendance à croire, voilà, Voilà, c'est pas très loin de la mer. Concernant dernièrement, ils disent que c'est à cause d'un choc émotionnel. C'est le stress, ça peut être facteur déclenchant. Oui. C'est pas déclenchant, mais c'est-à-dire qu'il y a une c'est pas prédisposition favorisant. avant. C'est-à-dire que tu avais les facteurs favorisants. Au lieu de déclencher votre maladie dans 2-3 ans, le choc émotionnel a déclenché. Voilà. C'est un facteur déclenchant et non favorisant. Non. Très bien. Et par rapport pour revenir à ce qui provoque, par rapport à pourquoi j'ai parlé d'environnement, c'est-à-dire les gens, ils reconnaissent qu'en Algérie, on va dire Alger Centre, et même dans plusieurs villes de l'Algérie, on n'habite pas très loin de la mer, donc il y a l'humidité. Donc on habite dans un Il n'y a pas humide. eu d'études qui ont validé cette notion. C'est des remarques qu'on a remarquées, ça a un rôle surtout dans les pathologies non inflammatoires. D'accord, très bien. Pas dans l'inflammatoire. D'accord. Ça n'a aucun rôle. On inflamme. Ça favorise un petit peu les poussées parce que quand on habite dans un milieu humide, on tombe souvent malade, donc le système immunitaire il est affaibli et le rhumatisme en profite. Mais sinon, c'est pas un facteur déclencheur, c'est pas un facteur favorisant. Non. Il est favorisant des poussées et non de la maladie. Voilà. D'accord, très bien, très très bien. Justement, en parlant, vous venez de me dire par rapport au rhumatisme non inflammatoire, je voudrais faire est-ce que c'est possible de m'expliquer la différence entre rhumatisme inflammatoire et non inflammatoire? C'est assez vague, mais Oui, j'imagine. j'imagine. Je vais essayer de simplifier. Voilà, exactement. Voilà, de simplifier. Alors, on en a déjà discuté. Alors, inflammatoire, ça veut dire qu'il y a une dérégulation du système immunitaire.
le système immunitaire, il y a des troubles dans notre système, donc ça va provoquer un petit peu certaines hormones ou cytokines qui vont attaquer le corps. D'accord. Donc, هادول qui peuvent être héréditaires. ils peuvent être héréditaires. Voilà. Très bien. Les non-inflammatoires, c'est l'inverse. Ça va toucher surtout le cartilage, l'articulation d'elle-même, touchée. Et là, on trouve le rôle des vices architecturaux, de l'obésité, de surmenage articulaire, du traumatisme. Ça joue un rôle surtout dans les rhumatismes non inflammatoires. Et tout à l'heure, quand on a parlé des symptômes, je vous ai dit les caractéristiques de la douleur, ça oriente. Alors si le malade se lève le matin bloqué, et ça lui prend 1 heure à 2 heures pour se dégourdir un petit peu, il se sent soulagé par l'effort. Fin de journée, il est bien, il s'endort facilement, il se réveille 2 heures, 3 heures du matin, sans avoir changé de position, ni rien du tout. Ça, c'est une douleur inflammatoire. Ça va nous orienter vers les pathologies inflammatoires. Par contre, le mécanique, les douleurs non inflammatoires, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il a des difficultés à s'endormir, mais une fois endormi, il dort, il fait toute la nuit. Le matin, il se lève un petit peu gêné. Ça lui suffit de faire 2-3 pas, après il est soulagé. Mais s'il travaille, l'effort aggrave la douleur. Donc c'est tout à fait l'inverse de l'inflammatoire. C'est pour un petit peu simplifier. Oui, justement. J'espère que c'est clair. C'est très clair. C'est-à-dire, simplifier. Au début de l'émission, on a donné les grandes lignes. Maintenant, c'est pour ça que je voulais qu'on précise. C'est très très important pour la prévention, ce qu'on va parler après, dans quelques minutes, on va dire. Alors, dans les maladies rhumatismales, voilà, j'avais lu, quand on prépare l'émission, j'avais trouvé ça englobe près de 200 maladies. Oui, pas plus. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques maladies non inflammatoires? Le chef de file, c'est l'arthrose, qui est une pathologie du cartilage. On peut avoir aussi des maladies métaboliques. C'est un trouble du métabolisme dans le corps. C'est-à-dire si on mange des aliments, le métabolisme mal, ou bien on élimine mal certains métabolites, comme la goutte, la chondrocalcinose. Il y a des pathologies endocriniennes, maladie l'hyperpara, l'hyperparathyroïdie. La parathyroïde, c'est une petite glande qui est sous la thyroïde et qui joue un rôle important. Donc on peut avoir l'hyperparathyroïdie aussi. On a les tendinopathie, comme on a dit tout à l'heure dans la consultation, dans l'introduction. Donc c'est des maladies des tendons. Le patient, quand il fait un faux geste, là, il use un petit peu son tendon. Voilà. C'est un petit peu les non-inflammatoires pour simplifier. J'ai pas voulu Oui, justement, c'est pour simplifier. Et les maladies inflammatoires, est-ce que vous pouvez nous donner des maladies inflammatoires? Inflammatoires, il y en a plein. Tu as le lupus, tu as la polyarthrite rhumatoïde, nous avons le B7, nous avons les spondyloarthrites, qui est une famille de pathologies. Elle-même, elle englobe 3 ou 4 pathologies. D'ailleurs, pour un abréviatif, on l'appelle la SPA, c'est ça? La SPA, c'est une entité de la famille. Donc nous avons la spondyloarthrite, qui est un groupe de pathologies. Ça englobe la SPA, ça englobe le rhumatisme post-streptococcique, le rhumatisme psoriasique, ça englobe le rhumatisme des entérocolopathies, ce qu'on appelle les BICI et le Crohn et la RCEH. On a les spondyloarthrites indifférenciées, c'est-à-dire que les patients présentent les symptômes mais on n'arrive pas à les classer. Et il y a récemment une entité récente, c'est la SPA non radiographique. C'est-à-dire que le patient il a tous les signes de la SPA, mais on n'a aucun signe radiologique. C'est la nouvelle, c'est l'entité, la nouvelle entité dans les spondyloarthrites. Donc en fait, quand les spondyloarthrites, c'est une famille de pathologies. Très bien. D'ailleurs, monsieur Berham Bilel, vous avez une page Facebook dédiée à cette maladie. C'est un groupe Facebook. sur Facebook qui est dédié sur cette maladie, qui parle de cette pathologie pour sensibiliser et pour partager et faire connaître cette maladie. Et comment vous avez eu l'idée d'en parler, de créer une page Facebook autour de cette maladie? En fait, après plusieurs années avec cette pathologie, j'ai passé par plusieurs traitements comme les anti-inflammatoires et la biothérapie, etc. Bon, vous êtes vous-même atteint de cette maladie? Oui, j'ai la spondylarthrite ankylosante, diagnostiquée en 2010. Après, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas j'ai créé ce groupe pour faire connaître et partager l'expérience que j'ai passée déjà.
Parce que vraiment, on a vraiment un manque. On manque d'informations sur cette pathologie. Il y avait un besoin aussi, parce que cette maladie, on ne parle pas trop de cette pathologie invisible et qui isole beaucoup. Bon, voilà. Elle est invalidante. Elle est invalidante, voilà. C'est une maladie handicapante aussi. Voilà. C'est pour ça, bon, je me suis dit, bon, je ne prétends pas d'être le modèle à suivre en créant non, mais en tout cas, ce groupe, c'est une bonne initiative. Voilà, tout à fait. ce groupe, mais j'essaie de porter mon expérience pour faire servir d'autres malades pour passer certaines étapes. Parce que c'est ça, cette maladie, il faut passer par des étapes. Tout à fait. Voilà. Mais aussi, c'est pour partager avec leurs proches, avec les amis, parce que c'est un rôle très difficile. Les malades, oui. voilà, c'est un rôle très difficile pour que les proches comprennent bien cette maladie. Tu vois. Ils C'est s'investissent ça, voilà. surtout dans la prise Voilà. en charge. Tout à fait. S'investissent. Voilà. Et par rapport au contenu, est-ce que vous parlez de cette maladie exclusivement ou parlez de toutes les maladies en général du rhumatisme, mais vous abordez cette oui. maladie? Je parle bon, je parle tout avec Tout ce qui est en relation avec cette maladie. Voilà, exactement. Voilà. Et tous les rhumatismes inflammatoires aussi. Très bien. Parce que dans mon groupe, il n'y a pas que Parce que c'est vrai. il y a Voilà. les poules à arthrite, il y a le lupus, il y a d'autres maladies, il n'y a pas que la spondylarthrite. Parce qu'il faut connaître, il faut être dans le domaine, soit on est médecin, voilà, exactement. soit on est, voilà, soit ces personnes des médias. Soit on est patient, soit on est patient. expert. Il faut dire Je que dirais dans son comme ça. groupe, il y a plusieurs médecins qui sont Voilà. adhérents et Très qui bien. essayent d'apporter de l'aide aux patients. Voilà, Exactement, très voilà. bien. Comme ça, Voilà. ça crée une communauté, ça. Voilà. C'est une Voilà. communauté. Ça aide beaucoup. Ça aide. Quand on est des médecins dans le groupe, bon. Bien sûr. D'ailleurs, une fois, j'avais lu une publication où vous vouliez faire un groupe de parole autour de cette maladie-là. Et c'est vrai que faire des groupes de parole, ça pourrait... Même certaines personnes qui n'ont pas une relation avec cette maladie, c'est très important pour Bien eux sûr. pour comprendre. Pour la prévention aussi. Pour Voilà, la prévention. exactement. Je pense que comme c'est pathologie, j'aimerais bien faire un lien entre les gens qui ne connaissent pas cette pathologie et les gens ceux qui vivent. Tout à Voilà, fait. exactement. Tout à fait. Parce Tout à fait. que comme ça, on peut moins, il y aura On se sent moins il y aura moins de solitude et d'isolement. Tout à fait. Voilà, exactement. Je pense que vous, si mes informations sont bonnes, vous Ouais. comptez programmer une journée de sensibilisation Voilà, le 28 décembre. Le 28 décembre, Inch'Allah, on va organiser j'ai organisé avec mon camarade Abdelrahman, lui aussi il a un groupe de soutien de Très bien. Patrick Bimiki. On va organiser cette journée, c'est beaucoup plus pour l'éducation, pour sensibiliser. Il y aura des médecins, il y aura des profs, C'est il y ouvert aura au des public. patients. Voilà, c'est ouvert au grand public pour bien connaître cette pathologie et faire la connaître pour toute la communauté. Voilà. Très bien. Donc le 28 décembre, à quel niveau À l'hôtel Radisson Bleu à Haïdar, Inch'Allah. D'accord. Donc c'est ouvert au public. Les gens. Exactement. Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance? Oui. Il faut s'inscrire à Il faut l'avance s'inscrire à via l'avance. le groupe, votre Voilà, groupe Facebook. Voilà. Très très bien. Vous m'envoyez une invitation. D'accord, Après, ok. voilà. Bien sûr, avec plaisir. Inch'Allah. Donc Mala, en parlant justement de parler de cette maladie pour la prévention, bon, dans le cas où c'est non inflammatoire, c'est ça. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des mesures de prévention de cette maladie, enfin du rhumatisme, dans le cas où elle est non inflammatoire? Dans le non-inflammatoire, oui. On en a D'accord, parlé voilà. tout à l'heure. On a dit que ça peut être ça peut être secondaire à des vices architecturaux. Donc dans certains cas, quand on a des patients qui viennent consulter avec des genoux qui sont trop marqués, donc on les envoie au chirurgien pour redresser un petit peu le genou pour ne pas arriver au stade de prothèse par exemple.
Donc, chez les patients qui ont beaucoup de traumatismes, on leur conseille de faire attention. Les sujets obèses, ils doivent maigrir parce que l'obésité joue un rôle important dans la dégradation du cartilage et de l'os. On conseille aux patients aussi de marcher, ça aide beaucoup, ça stimule les sinus. Justement, est-ce que le sport a un impact? Tout dépend de la pathologie, pas sur toutes les pathologies. Alors, ce qu'on conseille le plus souvent, c'est la natation. Oui, tout à fait. L'articulation est Sinon, moins agressive. Voilà, sinon, pas toutes les activités sont permises. Par exemple, si on a un problème au genou, le vélo, il est interdit. Quand on a un problème à la hanche, le vélo, au contraire, il est conseillé. Ça aide beaucoup à garder la mobilité de la hanche. Donc tout dépend. Oui. Quand on est en poussée, il vaut mieux se reposer. Quand on va bien, il vaut mieux marcher. Quand on marche, il faut éviter tout ce qui est pente, descente, escalier, avoir de bonnes chaussures. Donc il y a tout un contexte pour l'activité physique. D'accord, très bien. Concernant la spondylarthrite, c'est un bon remède. C'est un très bon remède. Dans les pathologies inflammatoires, je le conseille toujours pour les membres. Voilà, dans les pathologies inflammatoires, comme la SPA par exemple, comme il vient de citer, le kiné et le rééducateur jouent un rôle primordial dans la prise en charge de la pathologie. C'est pratiquement l'un des piliers de la prise en charge de la maladie. Exactement. C'est un pilier. C'est-à-dire là, vous parlez en cas où la maladie est installée, c'est-à-dire pour soulager la douleur. Mais maintenant, je suis tentée de dire, est-ce que le sport préviendrait les maladies rhumatismales? Les non-inflammatoires. Non-inflammatoires, bien sûr. Parce que quand on fait du sport, mais il ne faut pas que ça soit trop agressif. De haute intensité. Parce que on a dit tout à l'heure, les micro-traumatismes, les mesures. Donc, un sport d'entretien, c'est-à-dire ça aide beaucoup. Voilà. Ça aide beaucoup, ça permet de garder d'avoir un poids idéal, donc ça aide. Ça permet d'entretenir l'articulation, donc ça aide. Voilà, ça aide beaucoup pour prévenir. Les non-inflammatoires. Oui, non, bien sûr, il y a les inflammatoires. Et comment on calme la douleur? C'est-à-dire comment calmer les douleurs rhumatismales? Alors, la première chose à faire, c'est le repos. Et quand on dit repos, pas repos du malade. Repos de l'articulation. Malade. Pas le malade, mais l'articulation. Surtout en période de poussée. Voilà, c'est la douleur. Il est en poussée, donc il faut reposer. Deuxième des choses, si on a une articulation qui enfle, c'est les poches de glace. Ça aide. Ça apporte une aide. On a dit tout à l'heure, une articulation enflée, ça veut dire elle est chaude, rouge, douloureuse. Oui, c'est-à-dire elle est inflammée. Voilà, il y a de l'inflammation. Alors pour l'aider, c'est les poches de glace. Ça aide. Le fait de mettre des poches de glace sur l'articulation enflée, ça permet de réduire pas mal de douleurs. Après, on a recours aux médicaments comme les antalgiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Dans certains cas extrêmes, c'est la ponction-infiltration. Alors, on ponctionne l'articulation, on enlève l'excès de liquide quand c'est un liquide important et on met des corticoïdes en local. Ça permet de gérer la crise douloureuse, mais c'est dans les crises douloureuses. C'est un cas extrême. Voilà. C'est-à-dire, tout ce qui est glace, tout ce qui est anti-inflammatoire, c'est dans le cas où c'est un début. Non. Ah, même si pour la douleur. Ah oui, même si c'est installé, même si c'est avec un consultation. S'il fait une crise douloureuse avec une articulation enflée, c'est... D'ailleurs, les malades, les anciens malades le savent. Ils viennent souvent avec leur poche de glace sur l'articulation. Ils le savent. Ça fait partie de l'éducation thérapeutique des patients. Comment savoir gérer sa crise douloureuse? Mais comment on peut... C'est-à-dire, est-ce que quand une fois on est atteint de maladie... Finalement, inflammatoire ou non inflammatoire, est-ce qu'on peut en guérir finalement? Guérir, non. D'accord. Parce que le mal est fait. Mais avoir une meilleure qualité de vie. Avoir moins de poussées. Si on a des poussées, ça sera des poussées non handicapantes. Pouvoir marcher, travailler, vivre normalement. Normalement. Oui, mais guérir, non. Mais on peut être en période de rémission. C'est ça. Ce que j'ai dit, meilleure qualité de vie. Meilleure qualité de vie, ça veut dire rémission, on peut travailler, on peut... Même en période de rémission, on prend toujours le traitement, etc. Dans l'inflammatoire, oui. Dans le mécanique, non. Dans le non-inflammatoire, c'est des traitements de poussée. Il y a certains médicaments qu'on dit qui sont chondroprotecteurs et tout, qu'on pourra prendre par cure. Mais dans l'inflammatoire, c'est un traitement de fond. Il y a un traitement qui doit être pris par le patient. Il y a d'autres médicaments qu'il prendra en cas de poussée. Voilà. Pour simplifier.
c'est des anti-inflammatoires aussi. Non. Traitement. Les anti-inflammatoires, c'est un traitement symptomatique, de la symptomatologie. S'il a mal, il prend, s'il a pas mal, il prend pas. Traitement de fond, c'est les immunosuppresseurs, les immunomodulateurs, la biothérapie, tout. Ça, c'est le traitement de fond. Et par rapport au traitement, vous m'avez dit, alors il y a un traitement médical, il y a des injections, parce qu'il y a aussi des injections. Pour la douleur. Pour la douleur. Qu'est-ce qu'il y a aussi que vous m'avez dit, la biothérapie. Vous pouvez nous parler de la biothérapie? La biothérapie, ça fait partie, c'est pas un traitement de la douleur, c'est un traitement de fond de la pathologie. Donc c'est des médicaments qui sont issus par génie moléculaire, qui ciblent certaines, tout à l'heure on avait dit que dans l'inflammatoire, il y a certaines cytokines qui sont produites par excès. Alors tout dépend de la pathologie. On a produit des médicaments antitoxiques, anticytokines, anti-TNF, anti-M6, voilà. Donc ça va permettre d'avoir une meilleure qualité de vie, d'avoir des poussées de longue durée. Mais elles ont leur indication parce que c'est des médicaments qui coûtent trop cher et qui ne sont pas remboursés. C'est l'État qui les prend en charge. En Algérie, c'est l'État qui les prend en charge. C'est une disponible. Ils sont plus ou moins, tout dépend des produits. Ils sont disponibles quand même. Ils ont quand même certains effets secondaires. Donc il faut toujours. Elle stoppe l'évolution de la maladie. Ça c'est bien, c'est déjà bien. C'est des anti-TNF, voilà. Dans les SPA. Dans les SPA-APR. Dans certaines pathologies. La biothérapie stoppe l'évolution de la maladie. Bon, chacun patient comme... Oui, mais comme il... Sachant qu'on peut avoir des échecs, ou ce qu'on appelle des échappements. Ça veut dire que le patient, il va bien sous traitement, sous biothérapie pendant 3, 4, 5, 6 ans, mais au bout d'un moment, il ne répondra plus. Voilà, ça existe aussi. Comme moi j'avais déjà un échec sur le traitement médical, après m'ont changé le traitement général. Voilà. C'est-à-dire, vous avez testé plusieurs traitements pour... Oui, il n'y a pas que ça dans le traitement, c'est-à-dire parler de la biothérapie, tous les patients vont dire oui, je veux la biothérapie. Il n'y a pas que ça, la biothérapie, elle a ses indications. Avant de faire la bio, il y a d'autres médicaments. On a le méthotrexate, on a la salazopérine, on a la plaquenil de l'hydrochlore. Voilà, le plaquenil dans certaines pathologies, il y a plusieurs médicaments. La biothérapie, on les donne en cas d'échec à ces médicaments. Parfois, on peut faire une association de 3. Le patient prend 3, métaux, plaquenil, salazo. Oui, c'est l'équivalent d'une biothérapie. En cas d'échec, en cas de on passe à la biothérapie. Ou bien si on a des facteurs de gravité. Il y a certains facteurs de gravité qui nous font passer directement à la biothérapie. Je voulais poser une question concernant la biothérapie. Pourquoi l'associer la biothérapie avec la méthotrexate? C'est des études qui ont été faites. Au début, parce que dès qu'on a commencé à travailler avec la biothérapie, on mettait les patients, c'est des patients qui étaient déjà sous méthotrexate et chez qui on rajoutait la bio. Mais il y a certaines études récentes dans certaines pathologies ou avec certains produits aussi, où la biothérapie seule donne aussi bien que la bio avec méthotrexate. Donc c'est au cas par cas. On ne peut pas dire, tout dépend des cas, voilà, c'est au cas par cas. Par exemple, ceux qui ont la spondylarthrite périphérique, ils donnent la méthotrexate avec la biothérapie, c'est ça? Je viens de dire, c'est au cas par cas. Il faut vraiment avoir, c'est au cas par cas. Mais j'ai dit, il y a dans certaines pathologies, par exemple dans l'adalimumab, il donne aussi bien seul ou bien avec le métaux. C'est la même réponse. Le tossi seul ou avec métaux, c'est la même réponse clinique. Mais c'est au cas par cas. On peut pas avoir des recommandations. Bien sûr. C'est au cas par cas. Alors une dernière question, si vous voulez bien. Alors quels sont les aliments à éviter en cas de rhumatisme?
Alors, généralement, il n'y a pas d'études qui sont validées, mais on conseille aux patients d'éviter les laitages, les sucreries, les viandes, de manger beaucoup plus les aliments qui sont riches en oméga 3, de manger les viandes de maigre. Oméga 3 uniquement et l'oméga 6? Non, il est déconseillé l'oméga 6, c'est plutôt l'oméga Où on peut 3. trouver l'oméga 6? L'oméga 6, c'est surtout dans l'huile de soja. D'accord. Voilà. Ok. Alors, on conseille de manger légumes et fruits pigmentés, les épices antioxydants aussi, tels que le curcuma ou bien le gingembre, ça aide beaucoup. C'est les antioxydants qui aident à soulager le... Voilà. Mais tout à l'heure, dans la prise en charge, on n'a pas parlé d'un point essentiel qui est l'éducation thérapeutique du patient. Avant d'introduire le médicament, il faut éduquer le malade. Il faut lui faire connaître sa maladie. Qu'est-ce qu'il a comme maladie? Il y a plusieurs patients qui ont peur. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que je vais transmettre ça à mes enfants? Exactement. On n'a pas de... c'est pas du 100%. C'est un risque, mais c'est pas du 100%. Il faut leur expliquer, comme on a dit tout à l'heure, comment gérer sa crise. Il faut qu'ils sachent gérer sa crise douloureuse. Il faut qu'ils sachent quels sont les différents médicaments qu'il peut prendre, les risques liés aux médicaments, les risques liés à sa maladie, bien sûr, l'handicap qu'il peut avoir. Pourquoi prendre tous ces médicaments? Pourquoi? Parce qu'il y a un handicap, la balance bénéfice-risque, elle est très lourde. Si je ne prends pas ça, je risque d'être handicapé, je risque de perdre la vue, je risque de perdre mon rein, avoir un problème respiratoire. Voilà, il y a des risques importants. Voilà, donc il faut vraiment éduquer le patient. Dans les spondyloarthrites, il faut leur expliquer l'importance de la rééducation. La rééducation, le kiné dans la spondyloarthrite joue un rôle primordial. C'est l'un des piliers de la prise en charge. On peut donner tout ce qu'on veut comme médicament. Si le patient ne fait pas sa rééducation, donc la réponse ne sera pas vraiment... on ne pourra pas avoir une rémission sans dégâts. On peut avoir plusieurs dégâts. Donc, et insister surtout sur l'entourage. La prise en charge psychologique ou bien le soutien psychologique pour le patient est très important. Ça joue un rôle très important. Ça atteint le moral. Voilà. Et pour les patients qui sont sous bio, comment gérer sa bio, comment la conserver, la transporter, comment faire en cas de soins dentaires, d'intervention. Tout ça, ça joue un rôle important. Moi, j'insiste surtout pas sur le volet traitement parce que ça revient au médecin. Sur l'éducation thérapeutique, parce que la prise en charge ne relève pas que du médecin. Le patient joue un rôle important dans sa prise en charge. Lui, son entourage. Il faut être léger. Voilà, il faut être éduqué. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir. J'espère. On va parler concernant la journée de... Oui, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Dénoncer un appel concernant la fondation parce que j'avais beaucoup de messages et j'ai lu dernièrement beaucoup de publications qui parlent sur la fondation. Bon, avec ce cheminement-là, et à fur et à mesure du temps, je me suis dit pourquoi pas aller plus loin. Bon, pour aller plus loin, Inch'Allah, on va créer une fondation, Inch'Allah. Bon, parce qu'il est temps d'agir. Tout à fait, temps de faire connaître ces maladies. Pour connaître ces pathologies, connaître ces pathologies par les professionnels, les professionnels de la santé et par le grand public. Voilà, par le pouvoir public, exactement. Bon, Inch'Allah, j'aimerais bien que écoutez, fondation... Inch'Allah, l'appel est lancé déjà pour l'événement du 28 décembre à l'hôtel Hydra, c'est ça? Voilà, à quelle heure? À partir de 8h30. Ah, oui, ça va être toute une journée. Voilà, 8h30 jusqu'à 14h. 14h, d'accord, pour faire connaître cette maladie. Voilà, Inch'Allah. Très bien. Bienvenue à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous êtes aussi la page Facebook, le groupe Facebook, comment il s'appelle? C'est la spondylarthrite pour les arthrites et tous les rhumatismes inflammatoires en Algérie. Très bien. Il faudra écrire ça et on tombe sur votre groupe Facebook. Inch'Allah. Très bien. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Là, merci beaucoup. C'est très gentil. Et madame, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Moi, je suis installée dans mon cabinet privé. Actuellement, je suis à Médéa.
dans la D'accord. ville de Médéa. Voilà. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, je suis sur Au les nom réseaux. de... Il y a un cabinet de rhumatologie Dr Iken, il y a mon compte privé Très bien. américain. Voilà, comme ça, s'il y a des personnes qui souhaitent consulter chez vous, ou connaissent la Marhaba. Merci. Elle Avec sera avec nous, plaisir. Inch'Allah. Ah, très bien. Oui, je Avant vais, le troisième Vous terme. allez animer... je vais animer un petit atelier sur les biothérapies justement, comment gérer les biothérapies. Et je vais faire un petit chapitre sur les indications pour faire comprendre aux patients pourquoi on donne la bio à certains et non pas pas aux d'autres. autres. Voilà. Très bien. On sera au rendez-vous. Au rendez-vous, Inch'Allah. J'espère, Inch'Allah. Merci ce sera beaucoup. avec plaisir. Là, Yannick. Merci. C'est gentil. Merci encore une fois pour votre présence et pour vos précieuses informations. Retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, sur radio-m.net et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservi. Masservi, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.